Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au Forum du patrimoine. J'ai le plaisir d'animer cette 4e série d'émissions tournées en direct sur le Salon international du patrimoine culturel. Ce Forum du patrimoine est organisé grâce à Ateliers d'art de France et le magazine Atrium, sans oublier le soutien de la Fondation France Bois-Forêt pour notre patrimoine. La dernière émission de la journée est consacrée à la remise d'un prix, le prix Vieille Maison Française et Ateliers d'art de France. Je reçois donc 3 invités, dont le lauréat de l'édition 2023. Bonsoir à tous les 3. Bonsoir. Alors tout d'abord, pour vous présenter, Monsieur Frédéric Didier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes administrateur de Vieille Maison Française, mais aussi architecte en chef des monuments historiques et inspecteur général des monuments historiques. Bienvenue. Merci. À vos côtés, Philippe Leferron, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'heureux lauréat. Heureux. Voilà. Gérant, rocailleur, rustiqueur. C'est ça. Enfin, à vos côtés, Monsieur Stéphane Galerno, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président d'Ateliers d'art de France. Absolument. Pour commencer cette émission, est-ce qu'il serait possible de nous représenter, de nous dire en quelques mots ce que c'est que ce prix Vieille Maison Française et Ateliers d'art de France? Alors, le partenariat date depuis 10 ans, donc c'était la 11e remise de prix pour valoriser, dans le cadre du thème du salon cette année, qui était quand même la transmission, donc le défi de la transmission. Donc on s'est réunis, un jury avec Vieille Maison Française et d'autres acteurs du patrimoine pour élire la personne qui est à ma droite sur un thème que j'ai vraiment découvert, parce que la rocaille c'est quelque chose qu'on croise de temps en temps, mais quelque chose qui n'est pas aussi flagrant. Il en a très bien parlé tout à l'heure, il va encore très bien en parler maintenant. Donc c'est un peu le parent pauvre, partant d'un matériau pauvre à l'origine. Et il raconte une histoire. Et il a un projet de transmission qu'il va nous présenter, et c'est ce qui a fait la décision du jury d'attribuer ce prix cette année. Donc, Frédéric. Oui. En fait, ce qui nous a séduit, c'était effectivement un savoir-faire rare sur un patrimoine qui n'est pas forcément valorisé. Et puis également une volonté justement de donner à voir ce patrimoine. Et c'est assez extraordinaire. On a été tous conquis d'abord par les réalisations, évidemment, et puis par le dessin qui est celui de Philippe Leferron, véritablement de former des gens pour réhabiliter quelque chose qui est pour beaucoup dans notre quotidien et que nous oublions complètement. Et ce qui est formidable, c'est que, et vous allez l'entendre parler, avec lui, le ciment devient poétique. Ah bah je vous remercie. Alors oui, effectivement, l'idée de transmission, elle est quand même relativement importante dans la mesure où c'est un métier que j'ai découvert un petit peu par hasard. J'ai travaillé à cette discipline et j'ai éprouvé des déceptions, des satisfactions, beaucoup. Et j'ai appris et je pense avoir pu comprendre comment se réaliser ces objets, ces garde-corps, ces grottes, ces tables, voilà, tous ces objets finalement que l'on croise bien souvent, qu'on ne voit même plus parce qu'on les aime peut-être plus tellement. Ça fait plus partie de notre canon d'esthétique, voilà. Mais qu'il faut apprendre à préserver parce que ils sont le témoin d'une période très forte qui est celle de l'invention un petit peu du ciment armé et puis de son utilisation d'abord à des buts décoratifs, puis après par l'industrie qui en fait un matériau beaucoup plus commun, voilà, qui parle à tout le monde. Et donc l'idée, c'est que maintenant, voilà, à force d'avoir restauré des édifices, des faux rochers, des ponts, voilà, et puis d'avoir du coup vu à l'intérieur des choses qui étaient cassées, parce que du coup on peut voir à l'intérieur, on peut comprendre comment c'était réalisé. Et bien maintenant, j'ai pensé avoir à peu près compris l'histoire et il est temps de la transmettre, hein, parce que j'ai passé du temps à ça et maintenant je voudrais passer aussi du temps à la transmettre et il y a un petit tremplin qui pourrait déboucher sur une nouvelle aventure et grâce à, disons, la reconnaissance par ce prix de VMF, voilà, un projet qui va certainement même qui va voir le jour, voilà.
dans un lieu assez emblématique de la Rocaille, qui est le Moulin d'Andé. Mais des lieux emblématiques de la Rocaille, il y en a plein. Il y en a surtout à Paris, essentiellement à Paris, bien sûr. C'est le parc des Buttes-Chaumont, voilà. Je pourrais même rester là-dessus, puisque le parc des Buttes-Chaumont, on retrouve tout, mais c'est aussi le parc Montsouris, et avec quelques noms de rocailleurs qu'on trouve par-ci, par-là. Mais voilà, tout le monde connaît un petit peu cette... Et alors donc ce chantier école, donc il se déroule sur une opération bien particulière, et vous voilà. allez avoir plusieurs apprentis. L'idée, c'est de pouvoir travailler avec des groupes peut-être de 5, 6, 7 personnes, 8. Enfin, tout dépend si je suis tout seul ou pas à pouvoir transmettre. Donc il faut pouvoir s'occuper de tout le monde. Voilà. Et de profiter d'un groupe volontaire comme ça pour les sensibiliser déjà à l'art de la rocaille, le replacer dans un contexte historique, dans un contexte industriel, et puis de voir qu'a-t-on fait de ce matériau. Voilà, des réalisations comme ça, qui sont maintenant détériorées parce que, contrairement à ce qu'on pensait, la durée de vie du ciment, elle n'est pas éternelle. Voilà, et surtout, quand on met trop de fer dedans, ça pose des problèmes. On ne les savait pas à l'époque. Et voilà, et tout est dégradé. Et maintenant, comment on le refait, comment on restitue cette discipline. Voilà. Donc, on pourrait former des gens, et puis et terminer cette formation par les mettre au pied du mur en disant voilà, maintenant il faut restaurer 2, 3, 4, 5 mètres de garde-corps de cette façon-là. Moi je me porte garant évidemment de la qualité de la réalisation, parce que j'ai un petit peu plus d'expérience. Et puis on pourrait avancer comme ça, de petit à petit, sur la restauration de différents sites, et qui permettrait de préserver ce patrimoine. Voilà. Oui, j'imagine qu'il y a pas mal de chantiers, en l'occurrence, sur cette question-là, parce que vous n'êtes peut-être pas très nombreux à avoir ce savoir-faire. Alors, il pourrait y avoir pas mal de chantiers, parce que, mine de rien, la rocaille, on en trouve, mais alors partout en France, même et ailleurs dans le monde. Et au moins, on va se concentrer sur la France, peut-être, c'est déjà... Et tous les fronts de mer, effectivement, tout ce qui est en lien avec les années 1900, voilà, il y a eu plein d'utilisations et de réalisations faites avec du ciment. Voilà. Sachant que chaque rocailleur avait un coup de patte, chaque coup de patte est différent, donc il faut apprendre à regarder, à savoir, peut-être il a utilisé tel outil ou tel autre outil, peut-être là juste une brosse, là juste la main. On voit parfois, même dans le parc Montsouris, des traces de doigts. On dit, ça a été modelé comme ça, voilà. Et savoir analyser un petit peu le façonnage et être capable de le reproduire pour restaurer et restituer. C'est un peu ça l'objectif. Voilà. Et ce prix VMF va permettre de pouvoir entamer ce prochain chapitre de transmission. Oui, donc il est très important effectivement ce prix pour toute la transmission des savoir-faire et de valoriser justement ce savoir-faire qui est peut-être peu connu encore aujourd'hui, et finalement c'est un moyen de le mettre en lumière. Oui, parce que là le patrimoine tel qu'on le voit là, il n'est pas du tout le même que celui qu'on aurait pu voir au Buttes-Chaumont à l'époque où ça a été fait. On voit quelques retouches de patine par exemple, mais moi je suis absolument persuadé que c'était très coloré. C'est ocre jaune, ocre rouge, vert, un peu de brun. Et on voit encore dans les endroits les plus préservés d'édifices, on voit mais carrément que c'était peint. Parce que, comme aujourd'hui, moi quand je réalise quelque chose avec du ciment, c'est beau sur le coup, et puis dès que ça sèche, ça blanchit, et puis ça devient un petit peu plus... ça prend moins la lumière, alors c'est moins valorisant. Et du coup, ils ont eu le même problème que moi avant, et ils l'ont résolu, je pense, comme ça. Et moi, je termine toujours mes réalisations en passant une petite patine dessus pour harmoniser dans le paysage, pour que ce soit conforme à ce que l'on attend. Ouais. Mais si on devait refaire vraiment des édifices comme à l'époque, je pense que ce serait beaucoup plus coloré qu'aujourd'hui. Enfin, c'est du trompe-l'œil, de toute façon. Il y a une volonté on a à cette époque considéré que le ciment c'était le matériau miracle qui allait rendre tout durable, et donc on a imité le bois en ciment, et donc il fallait que ça ressemble à du bois. Donc on l'a imité par le grain qu'on donne, la fausse écorce, les faux nœuds, etc., mais aussi par la couleur. Et je crois qu'on allait jusqu'au bout des choses. Mais ce qu'on a maintenant sous les yeux, c'est effectivement quelque chose qui a pris une couleur grise et qu'on ne comprend plus forcément.
alors qu'il y avait effectivement une sorte d'intelligence et une liberté du geste. Et c'est ça qui est assez formidable et qui nous a tous convaincus, c'est que c'est un patrimoine qui est une transmission du geste. Donc, ce qui est amusant en plus, c'est que ça nous pose la question de l'être et du paraître. C'est-à-dire qu'on est vraiment aujourd'hui... c'est exactement le contraire de la vérité du matériau. C'est-à-dire que tout est faux, et donc notre ami recherche la vérité dans le faux. Donc c'est quand même pas mal. C'est ça. Ah, c'est vrai. Et avec talent. Et persévérance. En plus, et persévérance. Oui, voilà, oui. c'est ça. Oui, il faut être un peu patient. Et puis bon, alors, c'est vrai que c'est une discipline qui fait intervenir des gestes issus de la maçonnerie. Alors parfois c'est compliqué, c'est dur, c'est physique. Mais en même temps, ça se termine aussi par beaucoup de finesse dans l'expression d'une écorce, dans l'expression d'une forme. Il y a beaucoup de... Enfin, moi, je vous invite vraiment, dès que vous voyez un petit peu de rocaille, aller voir cet esprit, parce que parfois, on voit des troncs comme s'ils avaient été coupés avec des faux coups de scie, avec des fausses vermoulures, avec des fausses pattes en fer, et tout est travaillé en ciment. On a un petit peu le souci du détail. Sur un matériau très brut, on finissait par avoir beaucoup de finesse. Voilà. Et bien sûr, hein, avec des qualités plus ou moins fortes, hein, voilà, suivant les individus. Voilà. Ouais, ce qui est extraordinaire, c'est d'arriver à retrouver l'identité du créateur. C'est peut-être pas le terme exact, mais on est quand même quelque part dans la création, même si c'est de l'imitation. Et d'arriver à retrouver la patte, parce que je pense que quand on a des gens qui pratiquaient, vous avez parlé de niveau de rendu, mais effectivement, retrouver la patte d'un créateur qui traite le même sujet, parce qu'ils vont tous traiter le même sujet, l'imitation de la nature, la petite trace d'écorce, et chacun avec ses petites astuces. Les métiers d'art sont au couteau suisse généralement, donc il y a toujours un petit quelque chose qui traîne pour arriver à rendre le petit effet. Et effectivement, il peut y avoir des empreintes ou autres, donc quand il reste un petit côté, même si la marge de manœuvre n'est pas grande, un petit côté expression plastique pure, c'est hyper intéressant. Écoutez, merci beaucoup à tous les trois d'être venus partager avec nous ce savoir-faire. Encore félicitations. Pour ce prix. Merci. Je vous remercie pleinement. Merci à tous les trois d'être venus sur le plateau. Je vous invite à retrouver cette émission ainsi que toutes celles qui ont été enregistrées dans le cadre de ce Forum du patrimoine. Vous pouvez également venir nous écouter directement depuis les allées du Salon international du patrimoine culturel. Merci et à bientôt.